des, des gens passionnés de géopolitique et puis, d'après ce que j'ai compris, passionnés de France également. Je crois que c'est ce titre-là qui nous unit. Alors moi je ne vais pas me présenter, ça ne présente pas d'intérêt. Moi, je suis soldat, j'ai été soldat 40 ans. Et la seule chose que je sais faire, c'est la guerre et y réfléchir un peu. Mais évidemment, mon métier m'a amené à être un passionné de relations géopolitiques. J'ai été un peu diplomate parce que j'ai été 3 ans attaché à l'ambassade de France à Washington. Et je suis les affaires internationales de près parce que ça a été ma passion, que c'est encore un peu mon métier. J'interviens pas mal sur ces sujets-là à droite et à gauche. Voilà. Donc, je vais traiter le sujet qu'on m'a confié. J'avoue que je vais m'appuyer sur quelques notes de manière à pouvoir dire des choses dans un ordre un peu plus cohérent que le discours de Trump il y a 3 jours. Alors, pour commencer je voudrais juste commencer par une anecdote. Il y a quelques jours, j'étais dans un dîner de bonne tenue et ma voisine, qui était par ailleurs également de bonne tenue également, me dit, mais enfin, général, comment pouvez-vous expliquer qu'à notre époque, on est un pays qui en agresse un autre, d'ailleurs depuis 3 ans et demi, comment pouvez-vous m'expliquer qu'à notre époque, eh bien, on a un président des États-Unis qui veut s'emparer du Groenland éventuellement par la force, etc. Et je lui ai répondu brièvement ce que je vais vous répondre en un peu plus de temps. Ce que je vais dire en un peu plus de temps. Mais ma réponse, c'était, Madame, nous ne sommes plus à notre époque. Nous sommes dans une autre époque. Nous avons fait un grand bond dans le temps. Nous avons fait un grand bond dans le temps. Mais ce grand bond, hélas, n'est pas vers l'avant, il est vers l'arrière. Et nous sommes dans une situation géopolitique qui ressemble beaucoup plus à celle du début du 19e siècle qu'à celle du 20e siècle qu'à celle du début du 21e. Donc ce que je voudrais faire, c'est avec ma sensibilité à moi, tout le monde évidemment sera pas forcément d'accord avec moi, mais essayer de décrire les grandes tendances du monde. Alors, d'abord, je voudrais parler d'ordre international. C'est ce que j'ai tenté de lui expliquer. Je lui ai expliqué le monde est régi par des ordres internationaux et ces ordres internationaux se succèdent. On a connu, nous, l'ordre créé par le traité de Westphalie en 1640. On a connu l'ordre du traité de Vienne. On a connu l'ordre du traité de Versailles. On a connu l'ordre de la réunion de San Francisco en 1945, etc. Et la particularité des ordres, c'est qu'à un moment donné, ils sont générés par l'histoire, que l'histoire les façonne, que l'histoire les modifie et qu'à un moment donné, l'histoire les détruit. Pourquoi? Les ordres sont au fond une convention entre puissances qui se disent que pendant un certain temps, compte tenu de l'équilibre des forces, il vaut mieux vivre ensemble de cette façon-là dans l'intérêt de tous. Évidemment, le monde évolue, les équilibres changent, et à un moment donné, un des pays a intérêt, ou deux pays ont intérêt à ce que cet ordre change, donc ils font tout pour le modifier. Alors, vous comme moi, on a connu deux ordres internationaux. On a connu, le premier qu'on a connu, c'est l'ordre de la guerre froide, qui était assez stable, puisque finalement, il reposait sur deux piliers solides et qu'il a duré allez, de 48 de 48 à 89. Et puis là encore, l'histoire a fait changer les choses. Un des piliers s'est effondré et on a eu un nouvel ordre international qui a duré d'ailleurs extrêmement peu de temps, hein, qui était l'ordre de l'hyperpuissance, qui a été contesté immédiatement puisque l'hyperpuissance, les États-Unis, ont lancé l'idée peut-être un peu farfelue, la mondialisation, qui a aidé d'autres pays à parvenir pratiquement au même niveau que les États-Unis. Donc, cet ordre-là a été bouleversé, en particulier évidemment par la montée de la Chine et puis par la montée de la Russie, qui n'est évidemment pas restée dans l'état de 89 et qui s'est petit à petit reconstituée dans sa puissance. Donc aujourd'hui, on va
vers un nouvel ordre, hein, puisque ces différentes puissances sont en train de se cristalliser et j'en parlerai. Et on arrive dans un ordre qui est tout à fait instable, contrairement aux situations que nous avons connues, nous, pratiquement, enfin dans mon cas, hein, depuis que nous sommes nés. Voilà. Alors, ce qui est intéressant dans ces ordres internationaux, c'est qu'ils arrivent, ils durent plus ou moins longtemps, ils disparaissent, ils sont remplacés par d'autres ordres, et que souvent, quand on passe d'un ordre à l'autre, eh bien, c'est le chaos, et que toujours, quand un ordre disparaît, il disparaît pour toujours. Nous ne reviendrons jamais à l'ordre international que nous avons aimé, qui était au fond, finalement, l'ordre de la guerre froide. Aujourd'hui, nous assistons, au fond, à un retour de l'histoire et au mode de régulation historique du monde, qui est celui des rapports de force. Et ce retour de l'histoire, moi je la traduis par la fermeture d'un certain nombre de parenthèses. D'abord, je l'ai dit, la parenthèse du monde de 1945. Le monde de 1945, conçu et bâti beaucoup par les États-Unis, c'était le monde du multilatéralisme, du droit international et de l'illégalité des guerres de prédation. Eh bien, ce monde-là est mort. Un autre monde qui est mort, une autre parenthèse qui se ferme, c'est l'Alliance Atlantique. Alors, on peut être surpris, mais à tort, à tort. L'Alliance Atlantique dure depuis 80 ans, c'est une exception historique. En général, les alliances durent quelques années, 10, 15 ans au plus. Là, on a une alliance qui a duré 80 ans. Eh bien, à un moment donné, l'un des membres importants de cette alliance, il s'agit des États-Unis, considère que cette alliance ne lui est plus profitable, eh bien, il va en chercher ailleurs, ce qui est normal. Nous assistons aussi à la fermeture de la parenthèse du tabou de l'utilisation de la force. On voit bien que on a, sous l'action combinée de Trump, qui veut s'emparer du Canada, du Groenland, de Panama, etc., de Poutine, qui se jette sur l'Ukraine après s'être jeté sur la Géorgie, de Xi, qui colonise la mer de Chine, de Netanyahou, avec la Cisjordanie colonisée de force, avec Gaza détruite de force, on assiste à l'érosion brutale du tabou de l'utilisation de la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique des États, ce qui est évidemment nouveau dans le monde de 1945. Au fond, on assiste, à cause de l'utilisation de la force, à la destruction de toutes les avancées qui ont suivi les deux guerres mondiales, j'y reviendrai, et qui, ne l'oublions pas, a permis la croissance économique des États. Si le PIB mondial a cru de manière magistrale depuis la Deuxième Guerre mondiale en particulier, c'est parce que la guerre était devenue illégale, selon le mot arrêté au moment c'est le pacte Briand-Kellogg qui déclare la guerre illégale. Et la guerre étant illégale, les États, au lieu de dépenser pour leur armement, vont dépenser pour la croissance de la richesse. L'autre parenthèse qui se ferme, c'est celle de la paix éternelle en Europe. Vous savez que l'Europe s'est bâtie sur l'illusion de l'internationalisation de son modèle, qui était l'idée que la paix pouvait exister et être autre chose que ce qu'elle avait été depuis que le monde existe, c'est-à-dire un moment entre deux guerres. Nous avons imaginé qu'on pouvait faire une paix positive et qui remplaçait les paix négatives qui les ont précédées. Et nous avons pensé que, au fond, il n'y avait pas besoin de défendre notre liberté et que notre sécurité n'avait pas besoin non plus d'être défendue, sauf bien sûr par l'impôt des citoyens américains. Donc, fin de cette paix éternelle, et évidemment, les jeunes générations sont complètement atterrées parce qu'ils n'imaginaient même plus que la guerre pouvait exister. Ensuite, on assiste à la fin, ou du moins aux transformations brutales et majeures des grandes institutions internationales. La première, frappée de plein fouet par le président Trump, c'est l'OMC, hein, que Trump cherche à détruire directement, mais également le FMI, la Banque mondiale, qui sont contestés dans le monde, et en particulier en Asie, bien sûr. Les grands organismes de régulation internationale, la CPI, dont les jugements sont de plus en plus contestés et qui n'a plus au fond de légitimité, l'ONU qui a perdu totalement sa légitimité, et j'y reviendrai,
mais aussi l'OTAN qui va bien sûr mourir de la crise actuelle, mais l'UE va également mourir, puisque confrontée à sa plus grande crise, elle a été incapable d'y faire face. Ce qui ne veut pas dire que l'Europe va disparaître, sûrement pas, et j'espère que ce ne sera pas le cas, mais en tout cas l'Union européenne telle qu'elle est organisée ne survivra pas à la crise du moment. Et on voit à la place de ces ordres, de cette régulation, un grand nombre de forums bilatéraux, multilatéraux, partiels, qui n'ont jamais été aussi nombreux, mais qui font fi au fond de l'organisation précédente. La parenthèse qui se ferme également, c'est la parenthèse de la Russie dans l'Europe. Vous savez que la Russie a toujours été déchirée entre ses deux natures, sa nature asiatique et sa nature européenne. Mais depuis le début du XVIIIe siècle, elle a cherché à se rapprocher, à devenir plus européenne qu'asiatique. Hein, ça a commencé avec Pierre le Grand, vous vous en rappelez. Ça a continué avec Catherine II, qui dialoguait avec nos philosophes des Lumières. Ça a continué au XIXe siècle. Tous les Russes que nous connaissons bien, les Dostoïevski, les Tchaïkovski, etc., sont tous des Russes du XIXe. Jamais la Russie n'a été aussi européenne qu'au XIXe siècle. Et je dirais même qu'au XXe siècle, ce mouvement a continué, à part pendant la courte et terrible période du stalinisme. On se rappelle que Khrouchtchev, justement, à la fin de l'époque stalinienne, veut se rapprocher de l'Europe et que Gorbatchev, après, nous parle de la maison commune. Eh bien, cette période-là, elle est finie pour des décennies, peut-être pour des siècles. La Russie, aujourd'hui, constitue la menace principale pour la sécurité européenne, tant du point de vue des intentions que des capacités. La Russie souhaite une redéfinition complète de l'architecture de sécurité et de coopération en Europe, celle sur laquelle, qui nous protège depuis 80 ans, et cherche à subvertir à la fois les normes occidentales, les normes européennes et les mêmes institutions. La Russie, bien sûr, recherche l'effondrement de l'OTAN, là, elle y est quasiment parvenue, et la fragmentation de l'Union. Mais plus terrible que ça, je crois que globalement, nous arrivons, et la grande parenthèse qui se ferme, est la fin de la période de prééminence de l'Occident. La parenthèse occidentale est terminée. Cette parenthèse, vous vous en souvenez, elle commence en 1492 quand un capitaine italien avec quelques matelots espagnols arme 3 navires et part vers l'Occident, qu'il prend d'ailleurs, je crois, pour l'Orient, ou plutôt il rejoint l'Orient par l'Occident. À partir de cette époque, nous, Occidentaux, nous avons conquis le monde entier. Et dans les grands pays que nous ne pouvions pas conquérir, je pense à la Chine et je pense à l'Inde, eh bien, nous avons imposé notre loi par des comptoirs, par les traités inégaux au XIXe siècle, etc. Donc, nous avons conquis l'intégralité de l'Occident. Eh bien, cette période-là est terminée. On va essayer d'analyser les raisons, mais l'Occident est désormais devenu un moment de l'histoire. Nous ne sommes plus à l'avant-garde de l'histoire. L'histoire du monde, maintenant, s'écrit majoritairement en dehors de l'Occident. Nous avons dominé le monde, nous occidentaux, sur le plan culturel, sur le plan économique, sur le plan démographique, sur le plan technologique. Eh bien, cela, c'est terminé. Et le monde qui monte aujourd'hui, c'est évidemment l'Asie, avec 4,8 milliards d'habitants. La parenthèse qui se ferme, c'est bien sûr la fin de l'espoir d'un monde de plus en plus pacifié par les apports de la civilisation. Le monde de Fukuyama, hein, évidemment, n'a pas pu résister aux tendances fortes qui structurent le monde. La guerre, vous le savez, est de retour partout, et en particulier en Europe. Selon le Comité international de la Croix-Rouge, il y a aujourd'hui 130 conflits ouverts dans le monde, soit 6 fois plus qu'il y a 25 ans. Quant aux dépenses militaires, elles ont augmenté de manière continue depuis 2014. Elles n'ont jamais été aussi élevées qu'aujourd'hui, avec 2500 milliards annuels consacrés mondialement à la défense, avec une augmentation régulière de 7% par an. Quant à la puissance, elle se disperse et elle se radicalise, tandis que les menaces deviennent de plus en plus hybrides. La marine française s'est saisie cet après-midi d'un navire russe qui, qui portait les couleurs du Bénin et dont probablement
sont partis les drones qui ont survolé Copenhague il y a quelques jours. Donc les menaces sont de plus en plus hybrides. Le monde a retrouvé son état de nature. Hélas, cet état de nature, c'est la nature de Hobbes, hein, le loup qui est l'homme qui est un loup pour l'homme, qui l'emporte désormais sur les visions que nous avons pu avoir, auxquelles nous avons pu croire, qui sont celles de Rousseau et de Locke. La guerre en Ukraine n'est pas la raison de cette affaire-là, pas plus que le conflit israélo-palestinien ou israélo-iranien. Ils n'en sont que la conséquence et maintenant peut-être l'accélérateur. Alors, je crois qu'il est intéressant de se poser la question de savoir quels sont les facteurs de cette rupture. Comme d'habitude, il y en a plusieurs. Moi, je les schématise, je les rassemble en trois causes profondes qui sont en fait trois basculements. Alors, le premier basculement, il est économique. Je vais vous donner quelques chiffres. En 1945, le PIB des États-Unis, c'est 51% du PIB mondial. Aujourd'hui, le PIB des BRICS, hein, Brésil, Russie, Inde, Chine, etc., est un tiers du PIB mondial qui est supérieur au PIB du G7, qui est pas que, mais les grands pays d'Europe, plus les États-Unis, Japon, etc. Ça veut dire que le PIB de l'Occident, maintenant tout compris, est de l'ordre du tiers du PIB mondial. Et pour la première fois depuis plus d'un siècle, la part des démocraties représente moins de la moitié du PIB mondial. Basculement démographique également, avec quelques chiffres qui sont intéressants. Aujourd'hui, l'Europe plus l'Amérique du Nord, c'est 14% de la population. L'Asie, c'est 58% de la population mondiale, avec un pourcentage identique de la richesse produite, 58% du PIB, c'est de loin la région la plus dynamique. L'Afrique aujourd'hui, c'est 18% de la population mondiale, donc largement au-dessus de la population Europe plus Amérique du Nord. Et deux chiffres qui nous font revenir en arrière jusqu'en 1900, mais en 1900, l'Europe, c'était 25% de la population mondiale. 25%, un quart. Aujourd'hui, l'Europe, c'est 6% de la population mondiale. Si on va en Afrique, l'Afrique en 1900, c'est 124 millions d'êtres humains. Nous savons qu'en 2050, l'Afrique, ce sera 2 milliards 500 millions d'êtres humains. Troisième basculement, basculement militaire. Alors, on peut se poser la question, parce que quand même, nous sommes extrêmement puissants militairement. Mais ce qui a changé, moi j'ai eu beaucoup dans ma carrière à réfléchir à ça, à la puissance de la force en quelque sorte. Et le problème, c'est que la force n'a plus de puissance. L'Occident a conquis le monde comment? Par sa supériorité dans l'utilisation de la violence organisée. Nous avions de meilleurs canons, de meilleurs bateaux, de meilleurs soldats, de meilleurs généraux, de meilleurs amiraux. Nous avons conquis le monde. À un moment où le résultat militaire produisait du résultat politique. Louis XIV envoyait M. Turenne en Rhénanie. M. Turenne gagnait une bataille. La Rhénanie devenait française. Les choses étaient simples et personne ne s'en étonnait. Les territoires et les populations étaient passés sous la coupe de celui qui avait gagné la bataille. Mais on a assisté à une espèce de socialisation des territoires, ce qui fait que vous avez beau gagner des batailles, eh bien, vous ne gagnez pas les guerres, puisque les guerres, c'est un problème politique, donc un problème de population, et pas un problème militaire. Ce qui explique évidemment les échecs américains au Vietnam, en Irak, en Afghanistan. L'Afghanistan, c'est extrêmement frappant puisque se battent là-bas de l'autre côté les pays qui représentent plus de la moitié du PIB mondial. On est 130 000. 130 000. Nous, on s'est battu 10 ans, les Américains 20 ans. On est 130 000, plus les proxys. On représente le top du top de la technologie militaire et finalement on est battu et foutu dehors durement. Rappelez-vous les images d'août 2021 hein, par une poignée de talibans, 20 000, hein, équipés d'une technologie assez rudimentaire puisqu'il s'agit de la Kalachnikov AK-47, donc qui a déjà un peu d'ancienneté. Est-ce que ça veut dire que notre puissance a diminué? Non, notre puissance, globalement, elle a augmenté. Mais quand on a conquis le monde pendant la période occidentale, la puissance des autres était en bas. Notre puissance a continué d'augmenter, mais celle des autres, je vous ai montré les chiffres, a complètement explosé.
Et donc, ce qui était, alors que nous étions les plus puissants, eh bien, nous sommes une minorité moins puissante que le reste du monde. Les choses sont absolument claires. Et je vais y revenir, mais ce qui était admissible par ces gens, parce qu'ils étaient infiniment moins puissants que nous, eh bien, ne l'est plus pour ces gens qui sentent bien qu'au fond, la dynamique du monde souffle pour eux et plus pour nous, empêtrés dans nos problèmes économiques, politiques et démographiques. L'Occident n'a pas perdu la puissance, mais il a perdu le monopole de la puissance. Ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, ça entraîne une dégradation profonde de l'ordre international qui est contesté de toutes parts, en particulier parce qu'il est vécu comme inégalitaire, comme non représentatif et comme discriminatoire. Regardez ce que me dit le Premier ministre ou le président indien, je ne sais plus, pense de la constitution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Évidemment, ça ne le satisfait pas de voir que le pays le plus peuplé du monde n'a rien à dire dans ce Conseil de sécurité. On assiste, je l'ai dit, à la dérégulation des G7, des G20, et on est aujourd'hui face à un monde qui n'est plus régulé. Le droit international est en permanence en procès d'illégitimité et on a un abaissement du seuil de la violence. Donc, le monde qui a pris cette puissance, qui ne nous a pas pris la puissance, parce qu'un autre a cru, mais qui l'a acquis pour un certain nombre de raisons, et en particulier parce qu'on leur a donné par la mondialisation, va se traduire par la cristallisation de ce qu'on appelle depuis quelques années maintenant, une quinzaine, le Sud global. Donc on assiste à la radicalisation d'un monde nouveau et profondément révisionniste au sens où ils veulent une révision de l'ordre. C'est dans ce sens-là qu'ils sont révisionnistes. Et donc, ce qu'ils veulent réviser aussi, c'est la place des anciens dominants qui est contestée de toutes parts. La mondialisation, au fond, était une parenthèse qui correspondait à l'apogée de la puissance américaine, mais elle a permis, par transfert de technologie, etc., l'émergence des autres puissances, et elle est devenue désormais un stimulant de la fragmentation internationale et, je le pense profondément, également nationale pour des raisons dont on pourra reparler. Les valeurs, l'or, le droit international du monde ancien sont contestés et vécus comme imposés. Les dirigeants du monde, et on les comprend, ne supportent du Sud global, pardon, les gens du Sud global ne supportent plus la prétention de l'Occident à donner des leçons de morale et à les assortir de sanctions économiques sous prétexte qu'il a toujours la haute main sur les circuits de la finance planétaire. D'autant que les principes que nous prônons pour les autres sont bien ressortis comme bons pour les autres, mais pas pour ceux qui les imposent. Hein, et chacun ici sait que la guerre du Kosovo, la deuxième guerre d'Irak, la guerre de Libye ne pouvaient pas s'appuyer sur le droit international. Elles étaient donc illégales par rapport au droit que nous avons tenté d'imposer au monde. Le système des deux poids, deux mesures nous a fait également beaucoup de mal, en particulier depuis la guerre dans Ouagaza. On compare évidemment les cris de l'Occident face à l'Ukraine, et on a raison, et en même temps, le monde s'effraie de notre silence face à ce qui se passe à Gaza. L'universalité qui accompagnait la mondialisation est devenue source de tension parce qu'elle n'est pas perçue comme telle. Nos valeurs ne sont plus perçues comme universelles. Les valeurs ne valent que par la portée de nos canons. Eh bien, à cause du phénomène que j'ai décrit, la portée de nos canons est de plus en plus réduite et nous ne pouvons pas chercher à établir la démocratie en Afghanistan ou en Irak, sinon ça se saurait. Moi, je suis très frappé par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors, vous la connaissez, 1947 ou 8. L'ONU pense qu'il faut une déclaration, qu'on ait bien une façon de penser l'homme partout de la même manière dans ce beau monde. Et donc, l'ONU va désigner une commission de rédaction qui va rédiger cette déclaration. Eh bien, ce qui est assez frappant, c'est qu'il y a 12 membres, ils sont tous occidentaux. Ils sont tous occidentaux. Alors, vous retrouverez les noms sur Internet, il n'y a pas de difficulté. Il y a quand même un Chinois, c'est intéressant. Ce Chinois a quitté la Chine depuis longtemps, il a été formé à Harvard et il enseigne à Harvard. Il y a également un Libanais qui lui aussi a quitté le Liban depuis longtemps, hein, qui enseigne au MIT après avoir été formé lui-même au MIT. Donc, à côté de l'Occident,
on a un nouveau monde qui est en train de se structurer, qui ne l'est pas, mais il est en train de se structurer. Et on a une compétition entre deux modèles politiques. Et pourquoi face au nôtre? Eh bien, parce que le nôtre apparaît comme de moins en moins légitime et enviable. Quand on voit les problèmes de nos démocraties, de nos démocraties actuellement, effectivement, il n'est pas sûr qu'elles donnent envie à beaucoup d'autres. Mais nous ne devons pas considérer ce nouveau monde avec condescendance. Notre grande faute à la fin de la guerre froide, c'est une grande faute américaine, beaucoup plus qu'une faute européenne, vous le savez, mais c'est d'avoir, au fond, méprisé la Russie, qui ne nous l'a jamais pardonné et qui a voulu prendre sa revanche, ce que, d'une certaine manière, elle est en train de faire aujourd'hui. On a vu que le tiers-monde, celui de Bandung, était devenu le Sud global, ou la majorité mondiale, comme l'appelle à juste titre le président Poutine, ou bien les BRICS, qui, comme vous le savez, s'agrandissent régulièrement. Alors, ce n'est pas un monde homogène, c'est un monde où les intérêts sont différents, où les rivalités existent. Là, il y a une très forte rivalité cachée, bien sûr, mais qui existe entre la Russie et la Chine. La Chine, n'oublie pas évidemment que la Russie lui a pris 1 500 000 km² après les traités inégaux. Chine contre Inde, qui sont toujours en affrontement armé dans le Cachemire, la Turquie et l'Iran à travers le Kurdistan, etc. Il faut bien voir plutôt le Sud global comme un club, une espèce de syndicat. C'est un membre qui est uni par une grande motivation. Cette motivation, c'est le ressentiment commun envers l'Occident, ceux qui les ont dominés, voire écrasés pendant des siècles. Et ça lui confère une identité subjective. Le Sud global n'est pas une organisation cristallisée, mais c'est un fait géopolitique qui réfute l'universalisme onusien. Les pays du Sud entendent prendre leur revanche sur une histoire qui est marquée par la domination occidentale. Donc ce que recherche le Sud, c'est bien sûr la désoccidentalisation du monde et son façonnage à son avantage, la Chine évidemment en tête. Ça s'est traduit par la France par un phénomène extrêmement brutal que vous avez vu se produire en 3 ou 4 ans, c'est la défrancisation de l'Afrique. Nos derniers avions ont quitté N'Djamena juste avant le 1er janvier dernier. Nous avions encore des milliers de soldats en Afrique il y a 1 an et demi. Aujourd'hui, il nous reste en tout et pour tout 200 soldats sur le sol africain. Ce club dont je parle est organisé autour de 3 néo-empires qui sont profondément nationalistes et profondément revanchistes. Vous les connaissez, c'est la Chine, la Russie et la Turquie. Revanchiste, la Russie, évidemment, depuis son effondrement de 89. Revanchiste, la Chine, depuis son siècle d'humiliation, et en particulier les traités inégaux, la guerre des boxeurs, enfin tout ce que vous connaissez, et la Turquie, depuis le traité de Sèvres, qui l'a en 1921, je crois, tronqué des 2 tiers de sa surface. Donc on a des organisateurs du club, mais ce qu'on a compris aussi, c'est qu'il n'y aurait plus d'alignement. L'alignement que nous avons connu pendant la guerre froide n'existera plus. Pas Gandhi, mais Modi parle de multi-alignement, d'autres parlent de polyamour, d'art de l'aubaine, etc. Et on peut voir qu'au fond, ces pays du Sud global jouent avec les autres puissances en essayant de concevoir des stratégies de couverture. L'Inde est tout à fait intéressante dans ce domaine, qui se rapproche de la Chine, mais qui en même temps cherche à être au mieux avec les pays occidentaux. La Turquie, qui achète des missiles russes, mais qui fait partie de l'OTAN, etc. J'ai été frappé, comme vous, bien sûr, par un récent sommet, le sommet de Tianjin, du 31 août et du 1er décembre dernier, qui a été extrêmement éloquent, où le président Xi a réuni ce qu'on pourrait appeler tous les grands de l'axe de la contestation, qui ont tous répondu présent. Notons également que Tianjin n'est pas n'importe quelle ville. Tianjin, bon, c'est un port, mais c'est surtout la ville dans laquelle a été signé le plus important des traités inégaux en 1860, juste après le sac du Palais d'été, dont vous savez que
que le président Xi en parle à chaque fois qu'il rencontre un dirigeant occidental. On a donc eu une vingtaine de dirigeants étrangers qui représentaient quand même la moitié de la population terrestre et un quart de la richesse mondiale. Pour l'instant, l'objectif principal des membres du club, c'est d'imposer leur modèle, pas à nous, mais à tous ceux qui n'en font pas encore partie, et de faire reculer l'Occident. Et ça compte plus que la divergence de leurs intérêts. Ce que ces gens-là recherchent, c'est le rejet du monde sous domination américaine et occidentale, avec un objectif, c'est de bloquer, de réduire, de contourner les principaux vecteurs de la puissance américaine et occidentale, avec des cibles claires que j'ai déjà mentionnées, l'ONU et le système économique et financier. On a donc une alliance de fait russo-chinoise pour entraîner le Sud global vers une confrontation générale contre l'Occident, pour contourner les sanctions, pour mettre en place un contre-système commercial et financier et pour contester toutes nos positions stratégiques. Notons le rôle essentiel de la Chine qui veut, elle l'a dit, devenir le leader mondial, militairement et économiquement, en 2049, elle veut s'ériger en pôle de stabilité dans un monde déstabilisé, en particulier évidemment par l'élection de Donald Trump, et elle veut se poser en puissance alternative, garante d'un ordre mondial dont elle dit qu'il sera plus juste, plus stable et moins moralisateur. Le président Xi s'érige en chef de file du monde révisionniste et revanchard. Alors tout ça, ça se traduit par des évolutions structurelles. D'abord, en termes de système politique, je l'ai dit, l'année 2024 a été marquée par un très important recul de la démocratie dans le monde. Il y a 20 ans, plus de la moitié de la population vivait en régime démocratique. Aujourd'hui, seul un quart vit en démocratie. Évolution économique, nous avions pensé pas depuis 30 ans, mais depuis la chute du mur, que la géopolitique était désormais dépassée par l'économie. On voit que c'est l'inverse qui est en train de s'affirmer. C'est bien l'ombre de la géopolitique qui domine aujourd'hui l'économie. Trump a instauré une période sûrement longue de désordre commercial. En s'opposant de fait aux règles patiemment établies de l'OMC, il parachève le coup porté par la crise du Covid qui avait déjà mis en évidence la vulnérabilité des chaînes de valeur dans une économie mondialisée. La mondialisation heureuse est morte. Nous observons la fragmentation commerciale du monde, une redéfinition des flux du commerce mondial, la constitution de blocs régionaux et de relations bilatérales. Hélas, cette fragmentation du monde s'accentue à un moment où les vrais problèmes sont transnationaux. Ils se cumulent et s'interpénètrent. Je parle du réchauffement climatique, je parle de la prolifération nucléaire, je parle de mouvements migratoires, je parle de défis sanitaires, je parle d'inégalités et de pauvreté, je parle de multiplication des conflits armés. Le droit international, évidemment, a beaucoup souffert. Je vais ne parler que de ce que je connais un tout petit peu, qui est la guerre. En vous rappelant qu'aujourd'hui, la première victime de cette confrontation, c'est les mécanismes de contrôle des armements. Au cours de la dernière décennie, la Russie et les États-Unis ont dénoncé tous les traités de cette grande avancée qui découlait de la crise de Cuba en 1962. Aujourd'hui, rien n'en subsiste. Notons au passage que la Chine est le pays qui augmente le plus rapidement son nombre de têtes nucléaires. La Russie souhaite arriver à 1000 têtes nucléaires en 2030. Elle en avait moins que nous il y a encore 5 ans. Et elle veut parvenir à 2500 en 2050 pour être à parité avec la Russie et les États-Unis. Le nombre de conflits augmente, vous le savez, mais il n'y a plus de déclaration de guerre. Les guerres sont déclenchées en dehors de toute égalité internationale, Kosovo, Irak, mais Ukraine, Iran, etc. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la Russie s'est retirée récemment retirée de la Convention internationale contre la torture. Depuis 3 ans, la Russie se bat sans morale et sans respecter le droit de la guerre. Les prisonniers ukrainiens sont torturés quasiment systématiquement. Les ambulances ukrainiennes sont ciblées délibérément. L'armée russe cible régulièrement les populations civiles pour tenter de briser le moral des Ukrainiens. Le seul mois de septembre a vu s'abattre sur l'Ukraine 5000 drones qui ont visé principalement les villes.
Les États-Unis ne sont pas en reste. Hier, le secrétaire à la guerre, Pete Hegseth, a déclaré devant l'ensemble des officiers généraux qu'il avait rassemblés, 800, qu'il n'avait plus à respecter les conventions de Genève. Incroyable. Depuis 2 ans à Gaza, vous le savez, Israël commet des crimes de guerre à répétition. Les lignes rouges de la guerre sont remises en question. La perception se brouille avec le monde civil et donne des arguments au bombardement indiscriminé. D'autres tabous ont été mis à mal. L'utilisation des armes à sublimation qui est proscrite par le droit international et les mines internationales qui sont à nouveau utilisées par l'Ukraine et la Russie. Ce qui est inquiétant pour les mines, c'est que les pays européens, on les comprend, la Finlande, la Pologne, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie ont annoncé au printemps qu'elles se retiraient du traité d'Ottawa afin de pouvoir mieux protéger leurs frontières. Quant aux ingénieurs militaires, eux aussi sont poussés à accroître les performances de leur système au détriment des garde-fous que l'éthique militaire du temps de paix imposait. Et je pense en particulier à la sagesse que nous avons toujours eue, nous militaires, au moins occidentaux, de conserver un homme dans la boucle avant le feu. Eh bien, probablement, tout cela va disparaître. Donc, pour conclure là-dessus, on voit bien qu'on a deux affrontements, on est au milieu de deux affrontements. On est un affrontement Est-Ouest et un affrontement Nord-Sud. On a donc un télescopage de deux affrontements avec une humanité qui quitte un monde ancien et ses règles rassurantes pour emprunter un chemin périlleux vers l'inconnu. À ce stade de mon intervention, je voudrais évoquer deux éléments fondamentaux de contexte et le premier, naturellement, ce sont les États-Unis. Pour évoquer d'abord, concernant les États-Unis, sa dérive vers l'Ouest, vers le Pacifique et vers l'Asie. J'étais il y a quelques semaines en Islande et au nord de Reykjavik, pour ceux qui y sont allés, existe la faille entre la plaque nord-américaine et la plaque eurasiatique. Et si l'Islande existe, c'est bien parce qu'il y a cette faille et que cette faille produit des volcans, produit de la lave, etc., qui a produit l'Islande. Et ce qui est frappant, c'est que cette faille, on la voit physiquement. On voit les deux côtés de la faille. On voit les deux côtés de la faille qui sont à 20, 30, 40 mètres, ça dépend. Et on sait que, eh bien, à chaque seconde, à chaque seconde, ils évoluent, ils se séparent davantage. Donc, on a une séparation physique qui est irréversible, mais la séparation géopolitique l'est tout autant. Pour quelles raisons? Des raisons simples. Eh bien, les intérêts ont divergé. Les intérêts ont divergé. Pourquoi est-ce que les Américains sont venus par deux fois libérer l'Europe en 1917 et en 1943? Eh bien, parce qu'ils avaient de bonnes raisons de les faire. L'intérêt est toujours le pivot des États. C'était également vrai, évidemment, pour les États-Unis. Mais ils sont venus pour deux raisons. La première, c'était leur attachement à l'Europe. Les gens qui débarquent à Omaha Beach en 1944 sont à 80% des enfants ou des petits-enfants de l'Europe. Donc, il y a un attachement extrêmement fort, à 80%. Aujourd'hui, moins de 50% des Américains sont d'origine européenne. Le reste, les Américains sont d'origine asiatique, africaine ou latino-américaine. Et ceux qui sont encore d'origine européenne, eh bien, ils ont nous sommes 4 générations après ceux qui ont débarqué en 1944 en Normandie. Donc le lien s'est totalement distendu. Et c'est vrai que Marco Rubio vient d'Europe. Il vient d'Europe. Parce que son grand-grand-grand-grand-grand-père est arrivé avec la vague d'Espagnols qui ont débarqué dans le Nouveau Monde. Et donc, il a un lien qui a 5 siècles, qui a un lien qui a 5 siècles. Il est évident que ça n'est pas un lien qui est extrêmement fort. La deuxième raison pour laquelle les Américains sont venus en Europe, c'est évidemment pour mettre de l'ordre dans leur zone de chalandise, puisqu'ils faisaient essentiellement des affaires en Europe, tant en 17 qu'en 43. Ceci est maintenant faux, puisqu'évidemment l'Europe compte encore pour eux, mais leur zone de chalandise essentielle, leurs intérêts économiques se situent en Asie. Alors ça s'est traduit, eh bien, vous vous rappelez, par le président Obama,
qui parle qui dit à Mme Clinton, d'ailleurs, si je ne m'abuse, de parler du pivot stratégique vers l'Asie. Je vous rappelle que sous Obama, il a transféré de l'Europe à l'Asie une partie très importante des troupes américaines qui sont maintenant assez largement revenues. Mais il a organisé un transfert, renforcé la défense américaine sur les chaînes d'îles qui barrent l'accès à l'Asie. Il a dit, Obama, je suis le premier président du Pacifique, pas le premier président de l'Atlantique, premier président du Pacifique. Et je rappelle que quand Biden, le 10 février 22, au moment où la crise ukrainienne arrive, dit quoi qu'il arrive, je n'enverrai aucun soldat se battre en Europe pour l'Ukraine, il a évidemment donné son feu vert à Poutine. Désormais, la région Pacifique est évidemment au premier plan. L'Europe passera au mieux au deuxième plan. Désormais, l'axe du monde, c'est la compétition sino-américaine. La diplomatie américaine est devenue, en particulier depuis l'arrivée de Trump évidemment, transactionnelle et coercitive. Elle est devenue conditionnelle, elle est négociée au cas par cas et indexée à des marqueurs de loyauté. Je reprends le terme d'autres, mais je crois qu'on est effectivement en face d'un racket de protection dans lequel les Européens s'engagent à acheter des armes, de l'énergie, à investir aux États-Unis en échange de garanties de sécurité. Et au fond, en allant plus loin, on assiste à une vraie disparition des États-Unis. C'est-à-dire que la statue de la liberté ne fait plus envie. On a noté que cet été, le nombre d'Européens venus aux États-Unis était d'un tiers inférieur à ce qui se passait d'habitude chaque été. On a noté évidemment une crise de la démocratie américaine qui ne fait plus envie et on assiste à une fragmentation de la population. On assiste aussi à une fatigue de la guerre avec un clan MAGA qui lui-même coupé entre ceux qui ne veulent plus la guerre et ceux qui la veulent. Et, euh, et on assiste donc désormais, mais je l'ai dit, à des alliances transactionnelles et non plus des alliances de valeurs. Pourquoi est-ce que l'OTAN est fondamentalement morte? L'OTAN est fondamentalement morte parce que c'est une alliance de civilisation, une alliance de valeurs. Et quand Trump nous dit, vous savez, je cite Trump dans le texte, nous sommes comme une assurance. Si vous payez, vous êtes assuré. Si vous ne payez pas, vous n'êtes pas assuré. On comprend que quelque chose a profondément changé. L'autre élément de contexte évidemment important, c'est notre Europe. Vous avez constaté comme moi qu'elle a été malmenée comme jamais et que l'Europe se rend compte maintenant qu'être une puissance économique, parce qu'elle est une grande puissance économique, est une condition certes nécessaire, mais absolument pas suffisante pour disposer d'une puissance géopolitique, c'est-à-dire pour être capable de défendre ce qu'elle est et ce à quoi elle croit. Et les apôtres des dividendes de la paix devraient rendre très vite des comptes devant le tribunal de l'histoire pour un désarmement dont on mesure aujourd'hui le véritable coût. L'été 2025 restera comme une succession d'humiliations pour l'Union européenne. De sommet en sommet, de négociation en négociation, le vieux continent a accumulé les déconvenus et donné l'image d'un acteur secondaire sur la scène mondiale. La vérité est brutale. L'Europe est apparue prisonnière de ses divisions et condamnée à suivre les agendas des autres. Le sommet de l'OTAN, à La Haye d'abord, 24 et 25 juin dernier. Les Européens ont dû composer avec un Donald Trump plus arrogant que jamais, menaçant de réduire l'engagement américain et exigeant des Européens qu'ils portent leur effort de défense à 5% du PIB, ce qui, vous savez, n'est pas possible. Et puis, le terrible rendez-vous de Turnberry sur le golfe du président Trump, rendez-vous où Mme van der Leyen va se mettre à genoux devant Trump et admettre les tarifs douaniers qui lui sont imposés le 26 juillet dernier. Après des mois de négociations, l'Union européenne concède à Washington 15% de droits de douane sur les produits européens. Non seulement cette concession s'est faite sans aucune réciprocité, mais les Européens ont même supprimé leurs propres droits de douane sur les produits industriels américains. Et puis, il y a eu la fameuse rencontre Trump-Poutine en Alaska du 15 août dernier, suivie de ce spectacle terrible de voir les grandes nations européennes réunies en second rôle dans le bureau ovale, tels de mauvais élèves. Face aux foucades comme à l'imprévisibilité du président américain,
Et pour tenter de parer au risque d'isolement, parce que c'est bien ça qui nous tient face à la menace russe, l'Europe accepte d'acquitter un triple tribut pour sa dépendance stratégique. Sur les droits de douane, sur l'énergie, sur les matériels de défense, y compris d'ailleurs, vous le savez, ceux qui sont livrés à l'Ukraine. En attendant peut-être un prochain tribut sur les services numériques. Et concernant la guerre en Ukraine, le constat est cruel. Les Européens, pourtant les plus concernés, ne pèsent pas dans la recherche d'une solution. Non pas faute de moyens, mais faute d'unité et de vision stratégique. Espérons que le sommet d'aujourd'hui et de demain va un peu changer les choses. Faut-il s'habituer à cette marginalisation de l'Europe? Non, non, bien sûr. Il nous faut un sursaut de conscience qui nous permette enfin notre réveil géopolitique et arrêter d'être des figurants dans une dramaturgie géopolitique qui nous dépasse. La stratégie d'apaisement, de flatterie, de profil bas, nous l'avons vu, est contre-productive. Alors il faut avoir le courage du rapport de force, car c'est bien ce langage-là que parlent Donald Trump, Vladimir Poutine ou Xi Jinping. L'Europe doit sortir du réflexe de dépendance, s'unir et s'assumer enfin, et assumer enfin une stratégie de puissance. Au moment où la Chine, l'Inde, le Brésil, le Mexique, l'Afrique du Sud et bien d'autres résistent à l'impérium américain, les pays européens, obnubilés par la peur de la Russie, lui cèdent. Nous avons une ardente obligation, celle d'apprendre à vivre sans les États-Unis. Et ce sera un grand défi pour l'Europe. Je pense que c'est une véritable révolution copernicienne. Nous devons nous préparer à la fin de ce couplage stratégique entre les États-Unis et l'Europe et nous préparer à affronter seuls la plupart des défis futurs. Et donc, il faut s'organiser dès maintenant pour des bouleversements américains inévitables par rapport à une Amérique divisée, repliée, protectionniste, sans jamais oublier ce que disait le vice-président Vance à Munich au printemps dernier. Il disait aux dirigeants européens, vous ne pouvez pas supposer que la présence américaine durera éternellement. Alors, il faut définir des limites. Définir des limites à notre vassalité. Les États-Unis font payer leur souveraineté. L'Europe ne s'est pas révoltée, c'est le prix de la sécurité. Alors, quelles sont les limites que nous acceptons de payer? Que comptent nos valeurs et nos normes européennes par rapport à ce prix? La remise en ordre de l'accord par les Américains est évidemment probable. Jusqu'où va-t-on encore aller? Jusqu'à quel niveau de vassalité? Jusqu'à quelle perte de nos valeurs acceptons-nous d'aller au nom de la légitime défense de nos territoires? Ne sommes-nous pas à la limite de la mise en garde du romain Juvénal qui nous disait, vous en rappelez, e propter vitam vivendi perdere causas? Sommes-nous prêts à perdre nos raisons de vivre pour protéger notre propre vie? Nous devons imposer une limite à ce que les Américains nous imposent. Et en ce qui concerne l'Ukraine, enfin, il faut définir un but. Nous n'avons jamais défini de but de guerre. Nous ne savons pas pourquoi nous participons à cette guerre. Jamais l'Europe ne s'est mis d'accord sur ce qu'elle attendait de cette guerre, ce qui fait qu'elle n'a jamais eu de stratégie parce que la stratégie suppose évidemment un but commun à partir duquel on rétro-raisonne les voies pour l'action. Il faut donc qualifier les intérêts européens mis en cause pour être capable de les faire partager et comprendre par les citoyens des pays de l'Union. Et pour qu'ils y adhèrent, aujourd'hui, notre pouvoir politique français a été trop faible pour expliquer ce qui était véritablement en jeu dans cette guerre-là. Et donc, évidemment, les citoyens ne sont pas prêts à faire les efforts qui sont pourtant indispensables. Notre erreur fondamentale est de n'avoir jamais fixé nous-mêmes nos buts de guerre et donc de n'avoir été jamais capable, depuis le 24 février 2022, d'élaborer une stratégie européenne. Nous arrivons évidemment à un impératif majeur. Il faut réarmer au plus vite la puissance européenne. Le constat, c'est qu'une menace mortelle pèse à nos portes, sur nos nations, nos libertés, notre civilisation. Il faut la contenir à nos frontières. Mais elle ne s'arrêtera que sur un mur de détermination, pas de mots, pas de réunion, une vraie détermination. Ce mur ne doit pas être un mur d'intention, mais un mur d'action concrète. Il faut montrer notre détermination à nous battre, ce qui veut dire aujourd'hui reconstruire au plus tôt une capacité opérationnelle européenne de défense crédible, que nous n'avons pas du tout. L'espoir n'est pas une méthode. Quels sont les faits? Vous le savez, c'est un déséquilibre Russie-Europe qui est terrible. À partir de la fin de la guerre, la Russie peut être en mesure, en 5 ans, de défier l'Europe militairement. Or, un fossé sépare les grands pays européens de la Russie. L'argent d'abord.
en parité de pouvoir d'achat, le budget russe, qui est facialement de 146 milliards de dollars en 2024, équivaut à 461 milliards de dollars, soit l'équivalent des budgets de l'Union européenne et de la Grande-Bretagne. Pour mémoire, toutes dépenses réintégrées et en parité de pouvoir d'achat, c'est la même chose pour la Chine, qui a, elle, un budget réel de 750 milliards de dollars, juste 100 milliards de moins que les Américains. En termes de production, la Russie produit, et c'est intéressant, en un trimestre, ce que tout l'Occident produit en un an. Ça, c'est les chiffres du secrétaire général de l'OTAN. Il faudrait multiplier au bas mot par un facteur 5 notre production pour arriver à réduire l'écart de manière substantielle dans les 5 ans. Et aujourd'hui, nos efforts sont dispersés et insuffisants. Depuis le 24 février 2022, 80% des achats européens d'armement sont faits à l'étranger. Et dans ces 80% d'achats à l'étranger, 80% ont été faits aux États-Unis. Donc clairement, augmenter les dépenses de défense sans un plan d'augmentation efficace de la capacité de production, de coordination des achats et d'intégration des systèmes ne permettra pas d'augmenter la capacité de défense de l'Europe à un niveau qui lui permettra de combler l'écart de dissuasion conventionnelle. Je rappelle, avant de terminer sur cette partie, notre dépendance profonde vis-à-vis des États-Unis. Nous avons accepté d'avoir des armées, mais qui, au fond, ne disposaient pas des outils de cohérence opérationnelle qui leur permettaient de combattre convenablement ensemble. Je vous rappelle que nous dépendons à 90% du renseignement américain, à 90% des satellites américains pour nos communications, ce qui est en fait, on dépend de Starlink, qui lui dépend de Musk, comme vous le savez. Le feu dans la profondeur, c'est les Américains. Les armes SIAD de défense, des armes antiaériennes adverses, c'est les Américains. Le transport logistique, c'est les Américains. Le ravitaillement en vol, c'est les Américains. Nous pouvons nous ravitailler nos Rafales qui portent des armes nucléaires, pas plus que ça. J'en passe. Mais l'essentiel des capacités critiques sont américaines. Et donc le problème aujourd'hui, nous n'avons pas de capacité de commandement et de planification européenne. En Europe, on s'est commandé des corps d'armée. C'est bien un corps d'armée, ça fait 70 000 hommes. S'il y a une guerre en Europe, c'est 600 000 hommes qu'il faudra rassembler. Eh bien, nous n'avons pas ces capacités-là. Et je ne parle pas, évidemment, des capacités de défense antiaérienne. Vous savez comme moi combien on a demandé et qu'on demande encore à Trump de nous donner des patriotes parce que nous avons bien, nous, franco-italiens, quelques missiles Bamba, mais évidemment pas en nombre suffisant. Alors espérons que la décision des nations européennes, je parle de la réunion d'aujourd'hui en particulier, la décision de bâtir une défense autonome pour 2030 soit effectivement respectée. Il faudra aller vite parce qu'on n'a que 4 ans pour faire ça. Et comme vous le savez tous, c'est extrêmement court en matière de reconstruction d'une armée. Alors, pour arriver à faire ça, nous, la France, je crois qu'il va falloir se mettre en ordre de marche pour être capable de financer l'effort de guerre. Et je crois que nous avons besoin d'une parole de vérité face à l'impasse budgétaire dans laquelle nous sommes. Nous ne devons pas oublier que notre prospérité d'après-guerre a été fondée sur la protection américaine. Et que le modèle actuel, c'est encore ça, nos impôts financent notre étalon social, et ce sont les impôts américains qui paient notre défense, dont 75% de l'OTAN. Et que ce modèle-là, il est mort, et il est archi-mort. Trump nous l'a dit, et ça n'est pas très surprenant. Donc, entre le social et le régalien, il faudra décider d'urgence de nouveaux arbitrages. Il faudra faire des choix entre le beurre et les armes, les canons et les pensions. Mais je dirais que le vrai choix, il est à faire entre la liberté à long terme et le bien-être à court terme. La France consacre 57% de son PIB aux dépenses publiques et 31% pour les dépenses sociales. Notons d'abord que ce modèle, vous le savez, n'est pas tenable face au mur démographique qui rend impossible son financement. Sur ces 31% de son PIB consacré aux dépenses sociales, il est clair que la France a les moyens d'en réaffecter 1 à 2% à la défense sans consentir des sacrifices inacceptables. Ni la France ni les Européens ne vont pouvoir assurer leur sécurité sans devoir revoir leurs priorités en matière de qualité de vie et de rapport au travail.
Notre souveraineté nationale et l'autonomie stratégique européenne ont un coût, c'est bien évident, mais elles n'ont pas de prix. Et il faut absolument arriver à les reconstruire. C'est la leçon de la guerre en Ukraine. Si l'on veut continuer à profiter longtemps de l'État-providence, eh ben, il faut le protéger militairement. On a un certain espoir, cependant. Les Français commencent à comprendre. 62% des Français sont favorables au rétablissement du service national et nous n'y comprenons pas. Il faudra le faire. Et 50% sont aujourd'hui favorables au réarmement. Seuls 12% se disent farouchement opposés à ce réarmement. Voilà, il me reste 2 minutes et je voudrais conclure. La situation dans laquelle on est, c'est un échec collectif. Notre incapacité à reconstruire en intelligence le monde de l'après-guerre froide, à dépasser à ce moment-là les logiques de puissance, à repenser le nouvel ordre international. Il faut dire que les Américains sont profondément fautifs. Je vous rappelle qu'un certain nombre d'Européens intelligents, je pense au chancelier Kohl, je pense au président Mitterrand, je pense à la première ministre Thatcher, avaient bien compris que le pacte de Varsovie s'étant effondré, il fallait, et que notre avenir était forcément eurasiatique, il fallait commencer à s'organiser pour vivre dans une coexistence pacifique et si possible intelligente avec la Russie. Et vous vous rappelez, on peut en parler si vous voulez, mais que c'est bien les démarches américaines qui ont cassé cette dynamique. Aujourd'hui, nous arrivons à la fin de nos illusions. J'en ai repéré trois. La première, c'est que le développement allait générer de la démocratie. Eh bien, c'est faux. D'autre part, que la fin de la guerre froide allait conduire à la pacification du système international et à l'émergence d'un multilatéralisme coopératif. Eh bien, c'est faux. Et nous avions rêvé que l'interdépendance économique allait favoriser la paix, ce qu'on a appelé, eh bien, c'est une grande illusion parce que c'est faux. Je crois que nous devons nous préparer à vivre dans un monde qui n'est plus régulé aujourd'hui, ni par le droit, ni par les organisations internationales, ni par les consciences, mais par les rapports de force. Nous, de- pardon, nous devrons, nous devrons apprendre à vivre en coexistence pacifique entre des morceaux de monde qui ne partageront ni les mêmes cultures, ni les mêmes valeurs, ni les mêmes systèmes politiques, et nous n'aurons jamais la puissance capable de leur imposer, hein, pas plus que nous n'avons été capables de leur imposer en Irak, en Afghanistan ou au Vietnam. Nous vivons, nous sommes en phase de décivilisation. Et nous sommes dans un monde qui est ensauvagé, à la fois au sein des nations et à la fois entre les nations. Brisant notre insouciance, l'épée est redevenue, selon le terme, la phrase bien connue du général de Gaulle, l'épée est redevenue l'axe du monde. C'est triste, c'est regrettable. On avait cru qu'on pouvait faire autrement en Europe. Eh bien non, c'est comme ça. Nous aurons, nous, Européens, à défendre nous-mêmes l'Europe, la richesse civilisationnelle que nous représentons, élaborée en 25 siècles d'évolution souvent douloureuse. Et nous devons sauver ce qui nous fait Européens. Et je crois qu'en regardant les États-Unis, en regardant le reste du monde, on comprend bien que ce qui nous fait Européens, c'est l'humanisme. Et que cet humanisme-là, nous devons le protéger. Cet humanisme qui est un remarquable équilibre entre l'individu et le collectif, et entre le particulier et l'universel. Mais pour protéger cet humanisme qui, au fond, qui nous fait nous, qui fait l'Europe, nous devons réarmer cette Europe moralement, psychologiquement et militairement. Voilà ce que je pouvais vous dire en 58 minutes. Merci à vous de votre écoute. Merci beaucoup, Général. C'était intense, complet, et ça nous donne une jolie vision de ce qui nous attend et de là où on doit se mobiliser. Peut-être, Pierre-Louis, vous pourriez dire un mot avant qu'on arrive sur les questions. Il marche mon micro là? Parfait. Oui. Merci Vincent Stort de cet exposé éblouissant. Je pense que tu as mis les pendules à l'heure comme tu sais le faire. Je pense que tu as donné à chacun d'entre nous des axes de réflexion qui permettent de structurer un peu la pensée au lieu de dire des grosses bêtises. Après, chacun aura la vision qu'il veut, mais au moins, je pense que tu as fait le tour de la question et c'est vraiment remarquable. Donc, je te remercie infiniment de ce que tu as Merci fait. à toi. Merci à toi. Merci. Et voilà, je pense que les questions
vont jaillir maintenant. Alors, on a quelqu'un qui est en train d'écrire, mais voilà, c'est un peu plus long quand Ça ne on jaillit écrit. pas encore? Voilà. Alors, première question. Pensez-vous, mon général, que les actions en Baltique sont bien le fait des Russes et dans ce cas, risquons-nous d'aller vers un conflit plus direct avec la Russie? Alors, il y a deux questions, deux réponses. Alors, il y a des choses, il y a des intrusions qui sont russes, on le sait, des intrusions des MiG, des intrusions des 20 drones, des 3 MiG, des 20 drones. On sait bien que c'est un porte-drone qui est en train d'être arraisonné par la marine française au large de l'Orient, etc. Et drone, avion russe qui a envoyé des drones sur le Danemark, très sûrement. Alors, pour l'instant, nous n'en sommes pas absolument sûrs. On ne sait pas exactement d'où viennent les drones du Danemark et d'Oslo, etc. Mais après, à qui profite le crime? À qui profite le crime? Qui aurait un intérêt en dehors de la Russie? Ce qui ne veut pas dire que c'est forcément partie de la Russie, parce il est évident que nos pays sont infiltrés par les Russes et que ce que les Ukrainiens avaient réussi à faire en allant frapper des bases stratégiques au fin fond de la Russie, les Russes sont évidemment capables de le faire. Mais en tout cas, je pense qu'il serait naïf de ne pas penser que c'est la main de la Russie. Alors, allons-nous vers une confrontation? Je n'en sais rien. Mais nous sommes devant, je dirais, un pari, ou plutôt un double pari. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, devant ce qui se passe, on peut faire deux paris différents. Le premier pari, c'est le pari de l'apaisement qui nous dit, eh bien, Poutine, au fond, il n'est pas si méchant que ça. Là, on monte ses affaires en épingle, il n'est pas assez agressif, et puis il est fatigué, et puis son armée est fatiguée, et puis son économie va mal, et il n'y aura pas plus loin. Donc, autant attendre que la vague soit mangée par le sable, et puis ce sera bien comme ça. Ça s'appelle l'apaisement. Et ceux qui pensent ça, ce sont évidemment des gens qui ne connaissent rien à l'histoire de notre pays. Je ne veux pas vous rappeler évidemment la montée vers la Deuxième Guerre mondiale, mais rappelez-vous des grandes crises que nous avons traversées, la crise de Berlin en 48, la crise du mur de Berlin en 61, la crise de Cuba en 62, la crise des euromissiles à la fin des années 80. À chaque fois, nous avons gagné parce que nous avons été clairs et fermes. Et donc, je pense que c'est l'autre pari qu'il faut faire. Il faut montrer notre détermination, pas par des belles réunions à Copenhague, mais à un moment donné, et d'ailleurs, vous avez noté que le président Macron l'a dit, hein, il faudra abattre le prochain avion russe qui rentrera dans l'espace aérien de l'OTAN. Pour l'instant, nous avons été, nous, Européens, incapables de montrer notre détermination. Toutes les populations se sont récriées quand la moindre idée de troupe au sol. Je ne sais pas si c'était une bonne idée, mais en tout cas, dès qu'on a essayé de faire quelque chose d'un peu sérieux, on a dit non, 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 non. Donc, il faut montrer notre détermination. Si vous ne l'avez pas écouté, moi, je vous renvoie au discours du ministre de la Défense polonais à l'ONU il y a 4 jours, qui est extrêmement clair, qui dit, il parle aux Russes qui est devant lui, il dit le prochain avion, le prochain drone qui rentre sur le territoire, quoi qu'il arrive, nous le descendrons. Et vous ne pourrez pas venir vous plaindre après, nous vous avons prévenu. Et je crois qu'aujourd'hui, nous n'avons pas le choix. Nous devons, si nous craignons l'affrontement, eh bien, il arrivera. De Gaulle disait, je pense, c'était, je crois que c'était la crise de 48, parce qu'il devait encore être, non, c'est pas sûr. Enfin, non, c'est la crise de Berlin. C'est la crise de Berlin en 61, et où il dit chaque fois qu'on baisse le ton devant un agresseur, ça l'enflamme et ça accroît son agression. Donc, moi, je pense qu'il faut être ferme. Ne craindre l'affrontement aujourd'hui, c'est ne pas craindre de recourir à une action en force pour montrer les limites. Je n'ai pas les limites tout à l'heure. Il est temps, vis-à-vis de Poutine, de montrer les limites. Alors, pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions qui ont été rédigées, et donc, mais vous commencez à y répondre. Moi, j'en avais une. C'est que quand vous avez fait toute cette description, je me suis demandé effectivement où était passé notre siècle des Lumières, puisque voilà, on a entendu beaucoup ce besoin de revenir à la force, enfin à la force. Et vous l'avez dit à la fin, pour autant, on doit sauver ce qui nous fait européens, c'est l'humanisme. Et donc, est-ce que vous pouvez expliquer en fait
comment on peut concilier, en fin de compte, la défense. Ça vous paraît peut-être évident, vous, dans le monde militaire, mais peut-être moins de notre côté. Comment on peut concilier finalement cette valeur de l'humanisme et cette guerre qui n'est plus une guerre civilisationnelle, qui est une guerre transactionnelle, qui oblige la force. Comment on concilie les deux? Est-ce que c'est possible, en fait? Moi, c'est la question que je vous pose, Moi, philosophiquement. alors, philosophiquement, on va aller chercher un grand philosophe qui s'appelle Pascal Oui. et qui nous dit, qui vous répond en 5 ou 6 mots et qui dit, il faut que ce qui est juste soit fort. Je crois que c'est comme ça. Je crois que c'est comme ça. Et notre civilisation, elle est mortelle. C'est pas moi qui l'ai dit. J'oublie. Bon, notre civilisation est mortelle. Mais elle mourra si on ne la défend pas. Moi, je crois qu'il faut se battre contre ce à quoi on a cru, qui n'existe plus, qui est l'universalisme. Je l'ai dit, non. Nos valeurs, elles sont occidentales, elles sont nées de Rome, d'Athènes, des Lumières dont vous parliez, des religions chrétiennes. Mais elles ne sont pas universelles. Elles sont pas, et donc, elles auront naturellement tendance à être combattues. Et donc, si nous voulons vivre avec nos valeurs, aujourd'hui, eh ben, nous devons être capables de les défendre. Que chacun vive avec ses valeurs, que les Chinois trouvent que le village est plus important que la personne humaine, ben, très bien, que les Indiens pensent que la famille est plus importante que la personne humaine, très bien. Nous ne sommes pas comme ça. Notre valeur supérieure, c'est l'être humain. Alors, c'est peut-être une folie, mais je crois que ça nous permet quand même de vivre correctement. Et je crois qu'il faut défendre simplement. Et ça, c'est le rôle des armées. Vous savez, il n'y a pas plus humaniste que les militaires. Hein. Les militaires occidentaux. Les militaires occidentaux basent toutes leurs actions sur une éthique qui est claire, une morale qui est claire. C'est pour ça que quand j'entends Pete Hegseth dire aux généraux américains, désormais, vous pouvez ne plus respecter le droit de la guerre, parce que c'est ça, moi je suis complètement atterré. Donc ça n'est pas antinomique, c'est totalement complémentaire. Si vous croyez à des valeurs, vous devez les défendre. Très bien, merci. On a une autre question, donc je vous lis le post en entier. Conférence dense et pessimiste, mais l'Europe s'est bâtie avec les US sur une base commerciale et non politique. Cela va être très long de changer les institutions et lesquelles? Un chef, une mission? Alors, je ne sais pas si ce sera long de les changer, mais il faudra bien, puisqu'elles vont mourir. L'ONU aujourd'hui est une boîte morte, évidemment. Hein. Le Conseil de sécurité, pour des raisons évidentes, est complètement bloqué. Est complètement bloqué. Il est vécu, je l'ai dit, comme inégalitaire. Il est vendu comme non représentatif, puisque les plus grandes puissances démographiques du monde n'y sont pas représentées, etc. Donc, ce qui ne veut pas dire, vous savez, la SDN est morte de n'avoir pas su empêcher, à cause des Américains, ne l'oublions pas, de n'avoir pas su empêcher le deuxième conflit mondial, eh bien, l'ONU va mourir de n'avoir pas su empêcher les crises extrêmement meurtrières qui se déroulent aujourd'hui. Donc, il y aura quelque chose qui va arriver, parce qu'il y aura quand même un jour un besoin de régulation. Mais je pense que l'ONU est morte. L'OTAN va mourir, l'OTAN va mourir, l'OTAN va mourir. L'idée même annoncée ou énoncée par les Européens aujourd'hui, nous devons être capables d'aboutir à une autonomie opérationnelle européenne, est une idée qui va contre l'existence de l'OTAN, qui a toujours été vécue par un primus inter pares qui travaille en bilatéraux avec tous ses collaborateurs qui sont les autres pays de l'OTAN et auxquels il impose leur façon d'être. Donc l'OTAN, on va avoir autre chose, on ne va pas rejeter l'OTAN. L'OTAN, c'est une superbe machine dont il faut conserver les mécanismes, évidemment, mais cette Europe qui était quand même une Europe de suzerains, une OTAN de suzerains à vassal, va être remplacée par quelque chose d'autre à partir du moment où on sera enfin sorti de notre adolescence géopolitique. Voilà, et puis je l'ai dit, l'Union européenne, on voit bien d'ailleurs, vous avez peut-être vu qu'aujourd'hui, le président du Conseil européen a fait un certain nombre d'ouvertures pour diminuer le rôle enfin le poids de l'unanimité dans les prises de décision. Donc, et je crois que c'est intéressant de voir ce qui se passe aussi demain à Copenhague. Aujourd'hui, on a les 27 pays de l'UE, très bien.
Et demain, on a la communauté politique européenne. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est très intéressant. Je pense que le président Macron, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, moi que j'ai beaucoup aimé et que j'aime beaucoup moins, mais bon, il n'y a pas d'idée politique, hein, c'est pas politique du tout, J'ai ça. failli rebondir. Non, non, mais c'est pas politique, ça c'est une impression comme ça. Bon. Et même quand on est déçu, c'est jamais bon. Bon. Je pense qu'il a compris que l'Europe, dans sa forme actuelle, était morte. Et que donc elle serait dépassée. Et c'est lui qui a inventé cette affaire de communauté politique européenne, qui consiste à dire on peut être européen sans être dans l'UE. Et demain, il n'y aura pas 27 pays à Copenhague, il y en aura 40. Des gens qui se sentent européens, mais qui ne sont pas dans l'UE. Et l'autre idée, c'est l'idée qui émerge du besoin de défense de l'Ukraine aujourd'hui, c'est l'idée des coalitions de volontaires. C'est-à-dire qu'on appelait avant dans l'Europe les Eurogroupes. Tout le monde n'est pas dans l'euro. Il y a un certain nombre de pays qui ont décidé qu'ils abandonneraient un peu de souveraineté pour en gagner davantage. Et heureusement que la France l'a fait d'ailleurs. Il y a l'Eurogroupe de Schengen. Non, et je crois que l'Europe, ça va être ça. L'Europe, on va la dépasser par le haut en disant on peut très bien être européen sans faire partie de l'Union européenne. Et en même temps, on aura des gens qui se mettront d'accord pendant un moment, peut-être pas pour tout le temps, sur un certain nombre de choses et pour avancer ensemble. L'Europe des six, c'était ça. L'Europe des six, c'était ça. Mais elle a tellement été dépassée par l'élargissement, dont je vous rappelle qu'il a été souhaité par les Américains de manière à dissoudre l'Europe dans l'espace. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Eh bien, cette Europe dissoute dans l'espace, il va falloir la refonder par le haut et par le bas. Donc, ce n'est pas nous qui allons casser les institutions. Elles tombent d'elles-mêmes. Elles tombent d'elles-mêmes. Aujourd'hui, plus personne ne croit à l'ONU. Plus personne ne croit à l'ONU. Nous ne croyons plus à l'OTAN. Et beaucoup d'Européens ne croient plus à l'UE. Et quel malheur, puisqu'il est évident que nos nations, si elles veulent être défendues, ont besoin ne peuvent pas se défendre toutes seules. Donc il faut bien se défendre à un niveau supranational. Le niveau atlantique ne fonctionne plus, c'est terminé. Donc il faut bien trouver un autre niveau. Donc il va falloir reconstruire une façon de vivre ensemble et de protéger ensemble des intérêts qui sont quand même relativement communs. Alors, merci pour ces complets à chaque fois vos retours. J'ai une question qui revient sur la citation que vous aviez donnée de Pascal, hein, donc il faut que ce qui est juste soit fort. La question, c'est pour rebondir sur cette citation, est-on sûr et certain que notre civilisation est toujours fondamentalement juste ou s'est-elle perdue en route lorsque l'on voit le niveau de nos élites et leurs priorités? Alors là, je crois que je ne devais pas faire de politique. Je suis d'accord et j'ai demandé la Non, validation de si on avait le droit d'y répondre. non, 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 mais je vais répondre d'une certaine manière. D'une certaine manière, vous avez raison. Le spectacle que nous proposent les hommes politiques, quels qu'ils soient, ou presque d'ailleurs, est un spectacle tout à fait désolant. Donc, on voit bien que nos démocraties se sont affaiblies de leur propre qualité. Et là aussi, il y a sûrement des refondations à faire. Maintenant, après, c'est une affaire de choix. Est-ce que moi, je préfère vivre au cœur des valeurs de la civilisation européenne, ou me disant, elle est en déperdition, je vais aller vivre en Russie ou je vais aller vivre en Chine? Non. Moi, je crois que, et c'est pour ça que je pense qu'il y a devant moi que des décideurs et des responsables, eh ben, c'est à nous, puisque effectivement les politiques ne sont pas véritablement capables de reprendre les choses en main, c'est à nous, et je pense que le club devant le cercle devant lequel je parle en est une preuve, c'est à ceux qui ressentent cette nécessité de prendre en charge ces évolutions, de le faire. Mais moi, je ne me résoudrai évidemment pas à abandonner mes valeurs, ma patrie, pour aller m'expatrier ailleurs. Je crois qu'il est plus important pour nous de les défendre et d'expliquer aux autres ce qu'ils ont à perdre en ne participant pas à la défense de ce qui nous fait, nous, la France et l'Europe. Merci pour le patriotisme. J'ai une autre question, alors qui est à mon sens aussi presque à la limite du parti pris politique. Sans être russophone, nous pouvons regretter le manque de qualité et de vision d'un chef en France. La position de la France est-elle encore monétisée, surtout depuis l'entourloupe de Hollande et Merkel au sujet des accords de Minsk? Alors, la France, vous avez raison,
Et c'est pour ça qu'il faut être droit dans ses bottes. Alors évidemment, ça c'est un peu du Juppé, donc j'ai pas le droit de dire, mais il faut être droit dans ses bottes. C'est-à-dire, on peut pas jouer avec nos valeurs. Il faut pas tournicoter. Il faut pas tournicoter. On a des valeurs et nous devons les respecter. C'est pour ça qu'on s'est fait beaucoup de mal avec les deux poids, deux mesures entre l'Ukraine et Gaza, etc. Bien sûr, et la parole de nos dirigeants s'est profondément affaiblie du désordre national, c'est clair. Est-ce que c'est pour autant qu'on doit abandonner? Je ne crois pas. Moi, on voit bien qu'être vassal de Trump, c'est pas un très très bon truc, hein. Et donc, il tirera toujours plus de nous. On a connu la féodalité quand même euh, dans notre belle France. Ça c'est pas forcément très bien terminé, ce truc-là. Et donc, je crois que il faut chacun à notre place essayer de reconstruire un monde dans lequel on puisse vivre et reconstruire effectivement notre démocratie, ne pas supporter ces dérives absolument insupportables. Très bien, merci. Alors, à l'instant même, je n'ai pas d'autres questions. Est-ce que quelqu'un veut poser une dernière question parce qu'il est 20h15? Ou alors Pierre-Louis, je vous propose de prendre la parole. Il faut que vous rallumiez votre micro, s'il vous plaît. Merci. Oui, tu as annoncé la chute d'un certain nombre d'institutions, dont l'OTAN. La question que je me pose, mais c'est est-ce qu'il faut y rester? Qu'est-ce qu'on a à gagner à y rester dans la situation actuelle en Europe? J'avoue que j'ai pas une conviction ni dans un sens ni dans l'autre, mais rester dans une alliance dont on sait qu'elle est morte, laquelle nous fait perdre absolument toute autonomie, nous empêche d'avoir l'armée dont on a besoin, parce qu'on a confié notre défense à l'OTAN, justement, en dehors du nucléaire, mais qu'on n'utilisera évidemment pas. Donc, qu'est-ce que tu penses de ça, de ce point Écoute, précis? écoute, je pense que la question ne se pose pas. Je pense que la question ne se pose pas puisque l'OTAN est morte. Et on a besoin, l'OTAN est morte. C'est fini, c'est fini. Et donc la question ne se pose pas véritablement. L'important, la question se pose, est-ce que la France peut se défendre seule? La réponse est non. La réponse est non pour des raisons financières, compte tenu de l'élargissement du spectre des menaces, du fait qu'on se bat toujours avec des baïonnettes, mais également avec des lasers dans l'espace. Une nation moyenne comme la France, une puissance moyenne comme la France, ne peut plus avoir un spectre suffisamment global et suffisamment épais pour assurer sa défense elle-même. Dont acte. Et là, je pense que personne ne peut véritablement Ouais. dire le contraire. Donc, je l'ai dit, il faut bien trouver un ensemble supranational qui nous permette de nous défendre. Alors, moi, je ne crois pas à l'armée européenne, moi, je ne crois pas Ouais. à la défense européenne, mais je crois à la nécessité d'une autonomie européenne de défense. Donc, je ne pense pas qu'il faille reconstruire une OTAN. Je pense qu'il faut construire une façon, et il faut que nous soyons capables de nous défendre ensemble, nous, pays européens. On sait bien qu'on ne peut pas défendre un pays européen aujourd'hui, compte tenu de la portée des armes, c'est une défense qui ne peut être que dans l'Europe. Quand Trump dit, bon, il dit au président polonais, parce qu'il joue au golf avec lui, écoutez, moi, s'il faut, j'irai défendre la Pologne, stupidité, évidemment, on ne peut pas défendre la Pologne. On ne peut défendre la Pologne que dans un ensemble continental plus grand qui s'appelle l'Europe. Donc, moi, je crois qu'on n'aura pas à quitter l'OTAN parce que l'OTAN va tellement être modifiée par le départ de facto des États-Unis, qu'il faut plutôt penser comment réorganiser une certaine autonomie à l'intérieur de l'organisation européenne de défense. Qu'est-ce qu'on prête, qu'est-ce qu'on donne, qu'est-ce qu'on allie, etc. Mais il est clair qu'il faut que nous devons être capables de combattre ensemble. Après, ça s'organise. Maintenant, évidemment, il n'y aura jamais d'armée européenne parce qu'une armée a besoin
d'un chef légitime pour envoyer ses soldats au feu, et il n'y aura jamais d'autorité politique commune en Europe, puisque si elle était élue, elle serait forcément allemande, cette personnalité, et que nous, on ne sera jamais d'accord. Donc il n'y aura pas de personnalité commune. Donc on voit bien qu'on est dans cette difficulté. Les États-Unis s'en vont. Nous, on ne peut pas se défendre seul. Il va falloir se défendre avec les autres. Donc il faut organiser Mais, cette oui, défense. mais pour ça, Et, et- parfois, il faut une structure pour ça. oui, c'est Il faut ça, une c'est structure. ça. Alors, si c'est pas l'OTAN, si c'est pas une armée européenne, qu'est-ce que c'est, la structure? Il faut que ce soit une alliance de quelques pays. Et parce que on peut pas. Je veux dire, il faut quand même avoir une solution en vue avant d'avoir un but de guerre. Il faut savoir comment on va faire la guerre. Et je ne vois pas si l'OTAN est morte, si l'armée européenne n'est pas possible et si l'armée française toute seule ne peut pas y arriver, quoi qu'il arrive. Je vois pas où est la solution que tu as en vue. Eh bien, alors, Pardonne-moi. ce à quoi je crois, c'est ce qui est en train de se faire, à la coalition des volontaires. À un moment donné, il y a un certain nombre de pays qui décident d'abandonner un peu de souveraineté pour gagner davantage ensemble de puissance. Voilà. Alors, après, comment il faut en discuter, il faut le faire, mais on doit être défendu. Un pays seul ne peut pas le faire, l'OTAN a disparu. Donc, il faut trouver une façon, il faut une façon de bâtir ensemble des capacités communes de défense de l'Europe. Voilà. Après, je pense qu'il faut quelque chose de moins contraignant que l'OTAN. Mais aujourd'hui, alors moi, j'ai passé 10 ans de ma vie à préparer la guerre pendant la guerre froide. Et on savait faire tout ça. On savait projeter des forces. On Oui, savait oui, bien sûr. envoyer des chars du fin fond de la France jusque sur le rideau de fer, etc. Il y a des choses qu'on ne sait plus faire. On voit donc qu'il y a un certain nombre de choses, et que l'OTAN ne sait plus faire d'ailleurs, qu'il faut réapprendre à faire. C'est pour ça que je ne pense pas qu'il faille abandonner tous les savoir-faire de l'OTAN, parce que c'est une machine Non, non, bien technique, sûr, c'est une bien sûr, machine bien sûr. technique. Ouais. Mais alors la solution, je la connais pas, mais peut-être que on va avoir une feuille de route, paraît-il. C'est ce que disaient les gouvernants aujourd'hui, une feuille de route sur la façon d'obtenir en 4 ans une autonomie opérationnelle de défense. On va bien voir. En tout cas, rien ne fonctionne aujourd'hui. Et on n'est pas, si la Russie, je ne pense pas qu'elle le fera, mais attaquer demain matin, mais on n'est pas capable de combattre entre nous sans les États-Unis. Donc on voit bien qu'on ne peut pas rester dans cette Ben situation-là. non. Mhm. Pardon, je vais vous lire les 3 remarques d'un seul bloc, parce que je vois le temps, mais en fait, c'est des réactions à ce que vous venez de dire. Donc il y a quelqu'un qui dit: «C'est le renouveau des brigades internationales». Est-ce qu'on est en train de faire une nouvelle, UEO? Ça, c'est les 2 premières réactions qu'il y a eu. Et après, il y a: «Pour quelle raison l'Europe devrait-elle se sentir menacée? C'est l'OTAN qui pousse l'Europe à se lancer dans une guerre pour défendre un pays non européen, au risque d'y laisser des vies et des milliards d'euros». D'accord. Bon, là, je ne vais pas répondre à la dernière question, parce que là, il y a des points de vue que je respecte. Certains pensent que la Russie ne menace strictement pas l'Europe. Moi, je pense que la Russie menace l'Europe. On peut penser le contraire. On peut penser le contraire. Voilà. Certains pensent que la Russie est plutôt un pays pacifique. D'autres pensent que l'histoire de la Russie est un pays plutôt expansionniste. Alors, moi, je suis juste un tout petit peu historien. Je pense que la dernière version est quand même assez bonne. Mais je ne vais pas. Voilà. Alors après, est-ce qu'il faut l'UEO? Mais j'en sais rien. C'est pas un problème. Encore une fois, les militaires savent, quand on fait de la stratégie, on sait quel est le but à atteindre. Et à partir du but à atteindre, on va organiser quelque chose. Et quelles sont, quand on fait une réflexion stratégique, on regarde les contraintes qu'on veut qu'on se fixe et les contraintes qu'on ne veut pas avoir. Donc il faut délimiter, organiser un schéma, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne va pas. Ça délimite un espace de liberté de décision, c'est la base de la stratégie. Un but commun, un espace de liberté de décision sur lequel on se met d'accord et après on construit quelque chose. Comment ça s'appellera, comment ça marchera, j'en sais rien. C'est, je pense, le travail qu'il y a à faire maintenant, là, dans les quelques mois qui viennent, si on veut être en autonomie opérationnelle en 2030. En tout cas, vous pensez que c'est possible, en si peu de temps?
Non, c'est très compliqué. On a baissé la tête, on s'est laissé vassaliser, on n'a pas voulu. Et c'est pas la France, parce que la France, Dieu sait que la France a cherché depuis le début, depuis le général de Gaulle, à avoir une position réaliste que les Européens n'avaient pas. Mais non, c'est très compliqué. Alors, alors, je ne vais pas revenir sur est-ce que Poutine nous menace ou pas, mais en tout cas, s'il nous menace, si on dit on sera prêt en 2050, ce sera un tout petit peu trop tard. Donc, il faut mettre les bouchées doubles, hein. Les armées, elles sont capables. Mais le problème, vous le savez, le fond du problème, c'est la faiblesse de nos pouvoirs politiques aujourd'hui, hein, et les problèmes budgétaires. C'est ça le fond du problème, bien sûr, parce que techniquement c'est possible, mais c'est le problème et la capacité des politiques à l'imposer, à des citoyens ou à des peuples qui n'en comprennent pas la nécessité aujourd'hui. Très bien. Merci beaucoup. On est dans le timing, donc ce que je vous propose, c'est qu'on le respecte, si ça vous va. Ah, j'ai Madame Châtelet qui veut poser une question. Alors, Madame ou Monsieur? Alors, je n'ai pas une question réellement à poser. Je voudrais déjà, bien évidemment, remercier le général Desportes et je voudrais surtout remercier Jennifer parce que effectivement, elle m'a demandé si elle pouvait poser 2 questions et j'ai dit oui. C'est moi qui l'ai autorisée à poser 2 questions pour lancer le débat et parce que les 2 personnes qui les posaient sont des personnes essentielles au cercle. Voilà. Merci. Merci Daniel pour votre précision. En tout cas, merci beaucoup Vincent, encore une fois, et je n'hésiterai pas, j'espère que c'est possible, à te faire à nouveau appel à toi dans les temps qui viennent. Avec plaisir. Si tu en es d'accord. Voilà. Merci à vous. Courage Merci. à tous. Courage. Merci pour les messages, merci pour vos valeurs. La France. Et vive la France. Et vive la France. Et merci d'avoir tenu le timing. Merci à tous. Bonsoir à tous. Bonne soirée, au revoir. Allez, bonne soirée. Bonne soirée, merci. Je vous informe que je vais couper la visio. Je vois qu'il y a encore 2 personnes connectées. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.